combats ont opposé des insurgés aux soldats. 4 soldats tchadiens ont péri dans cette attaque attribuée à Boko Haram. Premier grand meeting islamiste pour les législatives au Maroc, la campagne prendra fin le 6 octobre. Au Mexique, 2 ans après la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa, des parents ont toujours l'espoir de les retrouver. Nouveau journal sur Sika, bienvenue à toutes et à tous. Le pape François a reçu ce lundi au Vatican Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. C'était dans le cadre d'une audience préparée avant même les violences meurtrières survenues il y a une semaine en RDC. L'entretien a tenu en une vingtaine de minutes. Au Gabon, la population reste divisée suite au verdict de la Cour constitutionnelle qui confirme la réélection d'Ali Bongo. Un résultat pas très apprécié par la communauté internationale à qui l'opposant Jean Ping a lancé un appel. Depuis l'annonce de la validation de la réélection d'Ali Bongo par la Cour constitutionnelle ce vendredi, aucun incident n'a été enregistré. Et ce, alors que la première proclamation de victoire d'Ali Bongo le 31 août dernier avait provoqué des manifestations, des émeutes, des morts et des arrestations par centaines. Ce dimanche, les forces de sécurité maintenaient quelques chicanes pour des contrôles routiers par des hommes en armes sur le front de mer de la capitale, Libreville. Par ailleurs, après la validation de la réélection d'Ali Bongo, la population reste divisée. Moi, je ne peux pas condamner Ali. Je ne peux pas lui condamner. On attend beaucoup de lui. On attend beaucoup de lui. Comme il a dit qu'il est le président des jeunes, le président de tous les Gabonais, j'aimerais qu'il apporte quelque chose de concret pour nous. Hein. Il apporte un plus. C'est que son père n'a pas pu faire, qu'il puisse le faire. Nous n'allons pas laisser M. Ali Bongo diriger le Gabon pendant 7 ans. Nous allons faire en sorte que M. Ali Bongo quitte du pouvoir. Comme a dit M. Jean Ping, nous irons jusqu'au bout. Parce que nous ne pouvons pas accepter que la population ait choisi un candidat qui est M. Jean Ping et la famille Bongo choisisse leur fils, M. Ali Bongo. L'Union européenne a sévèrement critiqué ce dimanche les travaux de la Cour constitutionnelle du Gabon qui a validé la victoire d'Ali Bongo, un résultat d'ailleurs très froidement accueilli par la communauté internationale, à qui l'opposant Jean Ping, qui dénonce un déni de justice, a lancé un appel sans préciser ce qu'il en attend. Notons qu'Ali Bongo Ondimba, 57 ans, devrait être investi dans les 10 jours pour un nouveau septennat. Une centaine de personnes ont été tuées jeudi et vendredi en RDC. C'était dans des affrontements entre les partisans d'un chef coutumier tué en août et les forces de sécurité pour le contrôle de l'aéroport de Kananga. Ce dernier est situé dans le centre de la République démocratique du Congo. Les déclarations sur les heurts survenus dans le centre de la République démocratique du Congo ne sont pour l'instant pas uniformes, mais de violents affrontements y ont bien eu lieu. Pour l'heure, le bilan repose sur des témoignages. D'après un membre du cabinet du gouverneur de la province du Kasaï central, le nombre de morts dépasse la centaine parmi les miliciens du chef Kamwina Nzapu et 8 militaires ont aussi été tués. D'un autre côté, un prêtre de l'archidiocèse de Kananga a avancé qu'il y a eu au moins 100 morts. Une quarantaine d'assaillants partisans du défunt chef ont été tués jeudi et au moins 60 vendredi. Le gouverneur du Kasaï central n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. La gravité de la situation a poussé le président de la RDC à dépêcher le vice-premier ministre de l'Intérieur à Kananga depuis samedi pour comprendre la situation. Au Tchad, des combats sont intervenus lors d'une attaque par des insurgés au poste de Djoroy, près de la frontière avec le Niger. 4 soldats tchadiens ont péri dans cette opération attribuée à Boko Haram. L'armée tchadienne affirme avoir tué 7 éléments de Boko Haram lors de sa riposte. Précisons que la région du lac Tchad est régulièrement la cible d'attaques djihadistes menées par les membres de Boko Haram. La secte islamiste fait face depuis plusieurs mois maintenant à des divisions internes après la désignation par l'État islamique d'Abou Moussab al-Barnaoui comme nouveau chef de Boko Haram.
Grand meeting dimanche du Parti de la Justice et du Développement. Environ 10 000 personnes y ont participé à Rabat, une sortie qui marque le début de sa campagne pour les législatives du 7 octobre. Laquelle campagne a officiellement été lancée samedi dans tout le pays et se clôturera le 6 octobre. Une trentaine de partis prendront part à ce scrutin qui s'annonce comme un duel serré entre le PJD et son grand rival du parti Authenticité et Modernité. De vives tensions politiques ont agité la pré-campagne. Une situation due à l'accusation de Mohamed Assad de vouloir contrer le PJD par tous les moyens aux législatives. Quand je vois les gens présents ici, je vois des hommes et des femmes qui sans doute sont emplis comme moi d'une grande joie. Et tous ces signes que je vois seront les signes de la victoire, si Dieu le veut. Vous êtes l'espoir du peuple aujourd'hui. La plupart des citoyens, alors que vous êtes à la première place, vous ont fait confiance. Et c'est bizarre que même après avoir été à la tête du gouvernement pendant 4 ans, votre popularité a grandi. Alors que d'habitude, la popularité des partis qui dirigent le gouvernement se dégrade. Ça sera une campagne qui part de vos cœurs et qui va au cœur du peuple. Et elle sera couronnée de victoire, si Dieu le veut. Aux dernières législatives fin 2011, le PJD avait remporté un succès historique en mettant à profit les printemps arabes, les contestations de rue au Maroc et une vaste réforme constitutionnelle voulue par le roi Mohamed VI. 16 millions d'électeurs doivent désigner le 7 octobre 395 députés. Avec la signature officielle d'un accord de paix entre la guérilla des FARC et le gouvernement, la Colombie s'apprête à vivre ce lundi une journée historique. En effet, cet accord officiel mettra fin au conflit armé qui déchire le pays depuis plus d'un demi-siècle. L'événement tant attendu par les Colombiens se concrétise. L'accord conclu le 24 août passé par le président Juan Manuel Santos et le commandant en chef des forces armées révolutionnaires de Colombie, Timochenko, sera signé ce lundi. Sont attendus 15 chefs d'État latino-américains, à commencer par le Cubain Raúl Castro, dont le pays a accueilli pendant presque 4 ans les pourparlers. Lors de la cérémonie prévue dans la soirée et qui va durer 70 minutes, le président colombien et le commandant en chef des FARC prononceront un discours. I was informed this evening that they have initiated On m'a informé dans la soirée qu'ils avaient entamé un cessez-le-feu unilatéral. Je pense que c'est positif et nous allons voir si de véritables négociations sont mises en place dans les semaines à venir. If there will be a continuation of this ELN process in the coming weeks. S'il y a continuation du processus avec l'ELN dans les semaines qui viennent, nous continuerons comme pays facilitateur. Nous avons suivi le processus de l'ELN depuis un moment et nous allons poursuivre cela. Il est évident, important que lorsqu'un accord est convenu avec les FARC, un accord soit aussi mis en place avec l'ELN. Les pays ayant accueilli les pourparlers, tels que la Norvège, ont un avis favorable par rapport à la suite des événements. Et pour que l'accord de paix entre en vigueur, il doit être approuvé le 2 octobre par référendum. Un mécanisme non obligatoire, mais voulu par le président Santos, afin de donner une légitimité plus large à la paix. 2 années que 43 étudiants d'Ayotzinapa au Mexique ont disparu. Les parents ont transformé leur salle de classe en dortoir où ils passent leur nuit à même le sol. Ils continuent d'espérer qu'ils les retrouveront un jour. Le 27 septembre 2014 demeure à jamais dans les mémoires. Les années n'ont pas effacé l'amertume. Depuis que leurs enfants ont disparu il y a 2 ans, une vingtaine de parents vivent dans cette école d'Ayotzinapa, au sud du Mexique. Dans une salle, des mères et dans une autre, des pères. Sur des autels improvisés, des photos de leurs enfants côtoient des images religieuses. Et devant, ils prient durant des heures. Cette nuit-là, des étudiants s'étaient rendus à Iguala pour s'emparer d'autobus afin d'aller manifester à Mexico. Au nombre de 43,
Ils auraient, d'après les autorités judiciaires, été attaqués par des policiers municipaux et ensuite livrés à un cartel de drogue. Selon la même source, les narcotrafiquants les auraient confondus avec des membres d'un cartel rival et les auraient tués avant de les incinérer dans une décharge. Le drame a provoqué en 2014 un tollé international. De nombreuses manifestations contre le gouvernement d'Enrique Peña Nieto ont eu lieu. À ce jour, seul un fragment d'os d'un étudiant a pu être retrouvé dans une rivière. Des experts de la Commission interaméricaine des droits de l'homme ont contesté la version officielle. Les parents ont toujours douté des conclusions des autorités et le rapport indépendant leur a redonné espoir. Les autorités judiciaires ont promis désormais utiliser une technologie laser pour tenter de repérer des fosses clandestines et enquêter sur le rôle des polices municipales environnantes dans cette affaire. Violence persistante en Syrie, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté dimanche les grandes puissances à mener davantage d'actions pour mettre fin à la situation. Il a par ailleurs invité les 15 pays membres du Conseil de sécurité à agir de manière déterminée. Quelle est l'excuse pour expliquer l'absence d'une action déterminée pour mettre fin au désordre? Combien de temps encore tous ceux qui ont une influence sur le conflit syrien vont-ils laisser une telle cruauté se poursuivre? J'appelle tous les pays impliqués dans ce conflit à faire davantage pour mettre fin au cauchemar. Une note de sport à présent dans ce journal. Pendant 2 jours, les athlètes sourds du Togo et de la Côte d'Ivoire se sont opposés à Lomé pour mesurer leurs performances dans des disciplines sportives. Une compétition amicale qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des 23e Jeux olympiques d'athlétisme des sourds devant se dérouler en Turquie en juillet 2017. Se préparer pour les 23e Jeux olympiques d'athlétisme des sourds qui auront lieu à Samsun en Turquie en juillet 2017. C'est l'objectif que vise cette rencontre amicale entre les athlètes sourds du Togo et de la Côte d'Ivoire qui a lieu du 22 au 23 septembre dernier à Lomé. On a fait les 1500, les 200, les 100 mètres et 4 x 100. On a fait 800 et on a fait le poids, on a fait longueur. Pour les encadreurs de ces athlètes malentendants, cette compétition a permis d'apprécier les performances de leurs poussins. On peut dire que ça va parce qu'on s'est entraîné dans les précipitations pour essayer de venir affronter nos camarades ivoiriens. J'ai la ferme assurance qu'ils vont améliorer leurs performances pour les compétitions à venir. Il faut noter que la Côte d'Ivoire a dominé toutes les compétitions. Et à partir de cet instant, la Côte d'Ivoire est qualifiée dans les différentes disciplines d'athlétisme pour les prochains Jeux olympiques des sourds en Turquie. L'organisation de ces Jeux en faveur des athlètes sourds-muets comme la promotion des sports en général de cette catégorie de personnes rencontre toujours d'obstacles dans certains pays d'Afrique. Les 3 premiers de chaque discipline ont reçu des médailles et des trophées. Une attestation de participation a été décernée à tous les athlètes sourds qui ont pris part à cette compétition amicale entre la Côte d'Ivoire et le Togo. C'était là un reportage de Ferdinand Gallet, notre correspondant au Togo. Et c'est avec son élément que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite de programme sur SIGA.